Bonsoir à tous, jeudi 1er février, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78. Tout de suite, les titres de cette édition. Ils restent campés sur leur position, une métropole régionale sans suppression de la petite couronne francilienne. Hier à Boulogne-Billancourt, les présidents des départements d'Île-de-France se sont une nouvelle fois réunis. Objectif contrer les rumeurs sur la métropole du Grand Paris alors que des annonces officielles se font attendre. L'établissement est installé à Voisins-le-Bretonneux depuis la rentrée 2017. Le collège privé pour jeunes filles La Chêneraie propose un enseignement tourné vers les arts. Pour en parler, nous recevons sa directrice Isabelle Paris et Romain Champion, professeur de chant. Et puis le meilleur ami des petits et un souvenir d'enfance pour beaucoup, le doudou est à l'honneur à Guyancourt. Une exposition lui est consacrée jusqu'au 4 mars. Reportage. Le préfet des Yvelines, Serge Morvan, a reçu la presse ce matin à Versailles. Petit déjeuner pour aborder l'ensemble des actualités du département. Il a été question bien sûr des inondations qui touchent toujours le territoire. Placé encore ce soir en vigilance orange, la décrue est amorcée même si une nouvelle montée des eaux est attendue ce week-end. La crue qui a été plus importante que celle de juin 2016 sur la Seine en aval de Conflans-Sainte-Honorine. Les précisions au micro de Nicolas Dandry. La crue a été gonflé par les apports de l'Oise. Et donc, de ce fait, on est effectivement à des niveaux de crue qui sont encore très élevés. La décrue, on a atteint un premier pic de crue mercredi, mais ça va remonter certainement ce week-end, qui est au-delà de ce qu'on avait connu en juin 2016. Alors qu'avant la confluence avec l'Oise, on est plutôt au même niveau de ce qu'on avait connu en juin 2016. Donc nous avons dû par contre procéder par mesure de sécurité surtout au déménagement d'un site du centre hospitalier intercommunal Meulan-les-Mureaux, situé sur l'île du Fort, tout en gardant un accueil. Nous sommes en train d'affiner nos prévisions pour certainement rouvrir les urgences de cet hôpital, ce qui permettra de régler les cas les plus urgents évidemment. La réunion de ce matin qui a été également l'occasion de dévoiler les derniers chiffres de la délinquance, à retenir une baisse en 2017 des atteintes aux biens, moins 8% sur les cambriolages. Les violences sexuelles, elles, ont augmenté de 6% l'an passé. Les autorités notent cependant une libération de la parole avec plus de dénonciations de faits. Les semaines passent, les rassemblements se ressemblent. Les annonces officielles, elles, se font toujours attendre sur la métropole du Grand Paris. Alors, pour continuer à se faire entendre, les présidents des départements d'Île-de-France se sont réunis une nouvelle fois. C'était hier à Boulogne-Billancourt. Ils répètent leur message, pas de suppression des départements et une métropole à l'échelle de la région. Les précisions avec ce sujet de Nicolas Kirillovitz. Même lieu, mêmes élus, même message. Le jeu des 7 erreurs rend presque parfait pour ces discours à 2 semaines d'intervalle. Qui sera capable de faire à notre place tout ce que nous réalisons ? Pourquoi détruire ce qui marche pour rafistoler ce qui ne marche pas ? Les élus d'Île-de-France ne lâchent pas leur vision du Grand Paris, alors que les annonces du gouvernement se font toujours attendre. Pour eux, la réforme de la métropole ne peut entraîner la suppression des départements et doit s'élargir à toute la région, un enjeu qu'ils estiment crucial pour le développement des territoires. Les grands investissements ne se feront pas à Bois d'Arcy ou dans la Grande Couronne, mais se feront en priorité sur ce qu'on appelle la petite couronne, la petite ceinture. Et on ne peut pas avoir au sein de l'Île-de-France un nouveau périphérique. La Grande Couronne dont nous faisons partie est une évidence et une nécessité aujourd'hui pour un équilibre. Ça nous permettrait également d'éviter les millefeuilles qui sont aujourd'hui difficiles à comprendre. Invités d'honneur du rassemblement, 500 élus locaux et des représentants de la société civile. Moi, la notion des départements me parle, la notion de la région me parle, la notion de métropole me parle beaucoup moins. Chefs d'entreprise, responsables d'associations, partenaires sociaux, ils ont tous justifié l'importance du département et tenté de mettre la pression pour l'avenir. Et là, on a voulu que des chefs d'entreprise, des responsables associatifs, des travailleurs sociaux, bref, toutes celles et ceux qui savent l'indispensable nécessité du département puissent s'exprimer. Je crois qu'ils l'ont fait avec leurs mots et surtout avec leurs exemples. Prochaine action des départements d'Île-de-France, mercredi 7 février, avec une fermeture des services publics. Les décisions du gouvernement sont-elles attendues une semaine plus tard ?
Elle était particulièrement menacée. La ligne 18 verra bien le jour. Le Grand Paris Express et ses 5 nouveaux métros seront réalisés en intégralité. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, l'aurait confirmé par courrier aux élus franciliens. Tracé validé, reste maintenant à confirmer les délais. Un calendrier plus réaliste devrait être dévoilé en mars prochain. La livraison du premier tronçon de la ligne 18 pourrait notamment être retardée de 2024 à 2026. Dans l'actualité également, une journée de mobilisation aujourd'hui contre la réforme du bac et la sélection à l'entrée des universités. C'est à l'appel de plusieurs syndicats, notamment du monde étudiant. Vous voyez à l'image les militants de l'UNEF, de l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, qui préparaient leur banderole avant de se rendre cet après-midi à Paris pour la manifestation. Premier rassemblement depuis l'instauration de la plateforme d'admission après le bac Parcoursup. Propos recueillis par Nicolas Kirillovitz. Nous, on a une seule chose à dire, c'est ni tirage au sort, ni sélection. S'il y avait du tirage au sort auparavant, c'était une aberration, mais si elle avait lieu, parce que l'État n'investit pas assez dans l'enseignement supérieur et qu'il n'y a pas assez de place dans les filières à l'heure actuelle. La sélection, elle ne va pas du tout régler ce problème. Il n'y aura toujours pas assez de place, sauf que les étudiants auront encore moins accès aux études de leur choix demain. Nous, ce qu'on dit, c'est ni tirage au sort, ni sélection, investissement massif dans l'enseignement supérieur. Une manifestation cet après-midi à Paris qui aurait réuni, selon les syndicats, 10 000 personnes. 2 invités m'ont rejoint en plateau. Isabelle Paris, bonsoir. Bonsoir monsieur. Vous êtes la directrice du collège La Chêneraie à Voisins-le-Bretonneux. Avec nous également en plateau Romain Champion, bonsoir. Bonsoir monsieur. Vous êtes professeur de chant dans l'établissement. Oui. Alors La Chêneraie, c'est un collège privé hors contrat basé à Voisins-le-Bretonneux. Depuis la rentrée 2017, c'est géré par une association, Arts College. Alors pour en savoir plus, je vous propose tout de suite de regarder ce sujet de Marilène Yapichino et Nicolas Dandry. Des arts plastiques, du chant, du théâtre et que des filles. Le collège privé pour jeunes filles de la Chêneraie a déménagé du Chênay à Voisins-le-Bretonneux depuis la rentrée 2017. Une vingtaine d'élèves en uniforme sont inscrites de la 6e à la 3e. On fait quand même les matières de l'éducation nationale, mais on a en plus 2 heures de théâtre par semaine et 4 heures de chant. Et on travaille comme ça, on apprend des chants un peu toutes les sortes. Et on travaille aussi sur des dessins. Là par exemple, on a fait des affiches pour la journée portes ouvertes. Et on en fait pour différentes occasions ou alors pour des projets propres à l'école. L'établissement est centré sur l'art, mais aussi la religion, avec des causeries mensuelles thématiques pour assurer une formation chrétienne. Les parents adhèrent à ce programme et sont ravis de la non-mixité. C'est un âge où les filles sont quand même plus mûres, plus douées, et je pense que pour les garçons c'est très mauvais d'être avec des filles, et je pense que pour les filles elles développent bien plus leurs qualités féminines en étant dans un environnement, surtout à cet âge-là, à l'âge de l'adolescence, de la puberté. C'est un âge qui n'est pas facile, et voilà, donc pour moi le collège c'est très important qu'il ne soit pas dans une classe mixte. Un projet éducatif bien différent des autres établissements pour des frais d'inscription de 350 € par mois. Alléluia. Alors Isabelle Paris, ça a été dit dans le sujet, le collège propose un projet éducatif différent, notamment il s'adresse exclusivement aux filles. Pourquoi avoir fait ce choix ? Tout simplement parce qu'à cet âge-là, entre 11 et 14 ans, garçons et filles n'ont pas les mêmes centres d'intérêt. Du coup, c'est plus facile pour nous, enseignants, de maintenir l'attention de nos élèves et même de les enthousiasmer. Ça veut dire qu'une fille entourée de garçons au collège pourrait pas réussir, selon vous, c'est ça ? Si, tout à fait, mais c'est surtout que pour nous, professeurs, enseignants, nous abordons des thèmes qui vont intéresser davantage les filles, c'est tout. Alors c'est un collège privé hors contrat, ça a été dit également dans le sujet. Qu'est-ce que ça change concrètement dans la construction des programmes et des emplois du temps ? En fait, ça ne change rien. Nous enseignons aux élèves le programme officiel de l'éducation nationale en gardant les 26 heures d'enseignement qui sont obligatoires et par semaine et en dispensant 6 à 8 heures d'ateliers artistiques, chant, arts plastiques, théâtre. C'est-à-dire qu'au sortir de ce collège, les filles sont bien armées pour arriver au lycée ? Tout à fait, tout à fait. Enfin, c'est le but. Très bien. Alors, on l'a dit, un établissement qui est résolument tourné vers les arts. Pourquoi c'est important cet enseignement des arts ? Parce que on redécouvre actuellement l'importance de l'art dans le développement personnel de chaque enfant, surtout à la charnière du collège. Et cette pédagogie nous permet de répondre aussi à la demande de la mise en place des EPI, enseignements pratiques interdisciplinaires.
Alors Romain Champion, vous qui êtes professeur de chant, de votre point de vue, qu'est-ce que ça apporte concrètement d'avoir cet enseignement artistique au collège ? Très pragmatiquement, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que les matières artistiques sont pourvoyeurs de métiers plus tard. Donc il ne faut pas oublier ça. D'une part, ce que Madame Paris a dit, c'est que ça participe à l'équilibre. C'est un enseignement qui a toujours fait partie de l'enseignement des enfants. Et d'autre part, au sortir des études, c'est pourvoyeur de métiers, il ne faut pas l'oublier quand même. Alors l'un de ces arts, bien sûr, c'est le chant. On l'a vu dans le reportage, les élèves pratiquent notamment les chants religieux, puisque le collège, on le rappelle, a aussi une dimension religieuse, chrétienne. Est-ce qu'il y a aussi vous enseignez aussi des chants profanes? Est-ce que c'est au programme? Alors tout à fait. Par exemple, cette année, les programmes, on a commencé avec un programme sur un conte égyptien, donc tout à fait profane. À la période de Noël, bien évidemment, on a fait autour de la fête de Noël. Et dans le reste de l'année, on prévoit de faire un spectacle autour d'une œuvre de Molière, Les Femmes savantes, et une farce du Moyen-Âge. Donc vous voyez, on essaye d'être tout à fait éclectique. Il faut quand même rappeler que la musique religieuse fait partie intégrante de la culture européenne. Beaucoup d'œuvres religieuses, et on défend toutes ces musiques, quelles qu'elles soient. Alors, outre la musique, le chant, quels sont les autres arts qui sont enseignés au collège La Chêneraie? Alors, elles font du théâtre, donc, et puis art plastique, c'est-à-dire elles dessinent et aussi construisent des décors qui vont servir aux différentes pièces que nous allons présenter. Et sur le parcours au collège, elles vont pouvoir suivre tous ces arts, les élèves, ou elles ont un choix à faire, des choix d'options, par exemple? Pour l'instant, elles n'ont pas de choix, elles font tout en totalité parce que nous sommes encore assez peu nombreux, et une fois que nous aurons davantage grossi, là, elles auront plus un choix à faire. Elles se spécialiseront dans un des 3 arts, mais elles auront quand même les 3 à suivre. Voilà. Alors une question importante qui est celle de l'uniforme. Les filles du collège La Chêneraie portent un uniforme. Au moment même, il y a ce débat aussi dans le public. Faut-il revenir ou pas à l'uniforme? Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a en tout cas posé le débat. Pourquoi vous, au collège, il fallait que les élèves portent un uniforme? Parce que, d'une part, parce que c'est donc un collège artistique, et personnellement, je trouve que c'est beau de porter un uniforme, cela donne une certaine harmonie, et en plus nous avons choisi des couleurs gaies, un gris clair et puis vert turquoise, donc voilà, c'est un uniforme qui leur plaît, voilà. Et puis aussi on souhaite créer une cohérence au-delà des inégalités sociales. Dernière question très rapide, au sortir du collège, les élèves s'orientent vers aussi encore du privé, ou est-ce qu'elles retournent au public? Alors c'est varié. D'accord. Tout est possible. Et pour plus d'informations sur le collège La Chêneraie, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci à vous deux, Isabelle Paris et Romain Champion, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, respectivement directrice et professeur de chant de ce collège La Chêneraie, qui est situé depuis la rentrée 2017 à Voisins-le-Bretonneux. Ils sont en formation barman au lycée d'hôtellerie de Guyancourt et ont mis en avant leur technique et leur créativité. 7 élèves ont tenté de se qualifier hier pour un concours international de création de cocktails à base de Calvados, un alcool qu'ils devaient associer à un légume. Aurélie Ronze a suivi le concours. Gestes précis et concentration pour ces élèves du lycée d'hôtellerie de Guyancourt qui tentent de décrocher leur place pour un concours international de création de cocktails. Un trophée qui s'adresse aussi bien aux barmen professionnels qu'aux élèves. Ils sont notamment jugés sur leur technique. On doit exécuter de telle ou telle façon. Il faut bien, au niveau du shaker, au niveau de son matériel, etc. Il y a beaucoup de respect de règles à suivre. Et il faut suivre ces règles pour que tout fonctionne correctement. Autre critère pour s'imposer, le goût. Le cocktail doit obligatoirement contenir un alcool, le Calvados. Thème également imposé cette année, les légumes. L'apparence, l'arôme ou encore la décoration sont scrutés à la loupe. Pour moi, celui-ci manque d'équilibre. Ils ont bien compris le thème de cette année qui était le légume, mais celui-ci, le légume prend bien trop le dessus par rapport au Calvados et l'équilibre n'y est pas. Au bout d'1 heure et demie, le verdict tombe.
C'est Mathilde et son cocktail Pink Mum à base de sirop de vanille, de jus de pomme, de calvados et de jus de betterave qui obtient le plus de points. En fait, ça me faisait penser à une salade que ma mère elle faisait quand j'étais petite. Une salade justement où il y avait de la pomme et de la betterave. Et du coup, voilà. Et puis la couleur est sympa, donc je me suis dit que pour un cocktail, ça pouvait être bien. Fin mars, l'étudiante défendra les couleurs de Guyancourt lors de la finale nationale à Caen. Un mot de sport, nous sommes à moins de 8 mois de la Ryder Cup 2018, la compétition de golf la plus médiatique au monde. Vous le savez sans doute, la 42e édition se déroulera pour la toute première fois en France et au golf national de Saint-Quentin en Yvelines à Guyancourt. Mickaël Elmidoro était sur place cette semaine pour rencontrer l'un des organisateurs. Je suis avec Paul Hermitage, le directeur du golf national de Saint-Quentin en Yvelines. Nous sommes à 8 mois de la Ryder Cup. Paul, est-ce que tout est prêt pour cette Ryder Cup ? La réponse est non, mais tout est sous contrôle. Non, il reste encore du travail, mais on est bien parti. Hein. Vraiment, on est évidemment concentré, la tête bien sur les épaules pour transformer l'essai et puis réussir l'événement. Donc il reste encore du travail, mais ça va. Qu'est-ce qu'il reste à faire justement ? Il y a encore bien sûr des détails tels que le transport, le plan de transport, les parkings, des choses comme ça. Il y a des petits éléments qui peuvent bouger encore sur la planification, des travaux qu'on n'a pas anticipés ou des petits soucis comme ça. Par rapport à tout ce qui est vente de billetterie, la quantité, vraiment le volume de personnes qui vont venir, tout ça, ça reste à confirmer. Donc il y a encore 2-3 petites choses qui peuvent bouger, mais en gros le plan est maintenant, je dirais 90% figé. Le parcours est prêt à recevoir cette épreuve, le 3e événement mondial télévisé. Oui, le parcours nous conforte en ce moment. On a fait des gros travaux que vous avez suivis en 2015-2016 et avec cet hiver hyper pluvieux qu'on vit actuellement, on est ravis de comment se comporte le parcours. Il est toujours ouvert, on est sec sur pied, c'est assez impressionnant quand même les travaux de drainage, comme ça a été une réussite quand on compare à nos 2 autres parcours qui malheureusement sont un petit peu plus beaux, quoi. Il y a eu beaucoup de pluie ces derniers mois ici sur la région parisienne. Est-ce que ça a joué sur le terrain ? Oui, énormément. Ça ne nous retarde pas dans notre préparation. Ça nous a permis même de détecter des petits points faibles. Je donne un exemple. Sur le parcours, il y a ce qu'on appelle des bunkers. Des bunkers, c'est des obstacles de sable qu'on voit près des greens ou sur les fairways. On en a vu 2-3 qui avaient du mal à drainer. Et donc, on les refait carrément là en ce moment. Donc ça, c'est même un bonus grâce à la météo, même si on aimerait bien voir un peu de soleil et un peu de sec. Sur le plan sportif, est-ce que vous sentez que la tension monte ? Est-ce que les capitaines de Ryder Cup viennent ici au Golf National pour observer le terrain, prendre un peu le pouls de la compétition ? Oui, on a eu l'événement One Year to Go. On a eu le plaisir d'avoir Jim Furyk 2 fois. Maintenant, je ne suis pas au courant quand est-ce qu'ils vont revenir, mais je suis sûr qu'ils vont revenir. De toute façon, Jim Furyk a dit qu'il allait envoyer une invitation à ses joueurs potentiels pour jouer l'Open de France. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous venir à la Chénin Open de France. Loin de là, donc c'est pas ce que je suis en train de dire, mais je pense que leur focus est maintenant sur mieux connaître le parcours et les installations. Ceci dit, les joueurs aussi commencent à monter. On voit une crème qui monte au-dessus du lait au niveau de l'Europe. Il y a 6 mois, on se disait ouh là là, il y a une forte équipe américaine avec tous ces jeunes. Qu'est-ce qu'on va faire contre eux ? On avait quelques doutes, mais plus maintenant. On se dirait même que l'équilibre est tombé du côté des Européens. L'Open de France 2018, ça sera le premier test pour le golf national en vue de cette Ryder Cup qui sera fin septembre ici. Alors, l'Open de France est maintenant dans la configuration Ashena Rolex Series avec l'European Tour. On l'a déjà vécu et on sait où on va. Et en plus, on a l'avantage de travailler avec les mêmes organisateurs, les mêmes équipes qu'on connaît très 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 bien. On s'entend très bien. Donc, la difficulté cette année, c'est de livrer les 2 événements dans un timing très court. C'est-à-dire qu'on a fin juin l'Open de France, c'est fin septembre, donc 3-4 mois plus tard, la Ryder Cup. Donc il y a une logistique de montage de gradins, montage de chapiteaux, montage de structures qui va commencer à se jouer à partir de fin avril sur le site. Mais tout ça est bien maintenant planifié. C'est même quelque part pour nous tous un soulagement parce qu'on va commencer à construire la Ryder Cup avant l'Open de France, tandis que peut-être avec 2 différents promoteurs, on aurait eu l'Open de France à démonter totalement et à remonter totalement la Ryder.
Sur le plan sportif, c'est la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'il y aura des Français ici au Golf National pour cette Ryder Cup? Je dirais qu'on a des espoirs peut-être qu'on n'avait pas il y a quelques mois. Maintenant, je répète ce que Thomas Bjorn dit et qu'on pense tous, c'est qu'il va vraiment choisir la meilleure équipe. Donc, il n'y aura pas de la place pour un Français juste parce que la Ryder Cup est en France. Du côté des Américains, il y en a un qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, c'est Tiger Woods. Tiger Woods qui est de retour au plus haut niveau, on peut le dire, il a passé le cut justement le week-end dernier. Il revient bien, il sera dans l'équipe. Et il revient bien, il revient, je dirais même en toute beauté. Il a rajeuni pour moi, je dirais qu'il a 5 à 7 ans de moins. Il est souriant, ce qu'on n'avait pas l'habitude de voir ces derniers temps. On voit bien qu'il prend plaisir, il est concentré, il est juste dans ses propos aussi, sur ses propres actions, mais on sent une motivation. Alors je ne sais pas si sa motivation est personnelle pour sa carrière en tant que professionnel ou si sa motivation est pour la Ryder Cup, mais peu importe, il est de retour, il est là et on a tout espoir à l'avoir au Golf National pour seulement la 2e fois depuis qu'on existe. Une Ryder Cup avec Tiger Woods, c'est forcément une Ryder Cup réussie? Alors forcément, mais c'est pas nécessairement qu'il est obligé d'être là. Maintenant que je vois la puissance de cet événement, une Ryder Cup avec Tiger Woods, c'est la cerise. Une Ryder Cup sans Tiger Woods, c'est un événement magique. Merci beaucoup, Paul Hermitage. Et la Ryder Cup, c'est dans 8 mois ici au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ça sera du 28 au 30 septembre 2018. Suite et fin à présent du dossier de la rédaction consacré à la culture urbaine dans les Yvelines. Zoom sur le graffiti, cet art urbain venu de New York a pris forme en France dans les années 80. Certains en font leur métier comme Happy, originaire de Ben. Une rencontre signée par Mélanie Poquet. La bombe de peinture et un mur dans un lieu abandonné. Happy grave depuis près de 15 ans. Le mur, un terrain de jeu pour ce jeune Yvelinois. Là, on est vraiment sur du graffiti, tu sais, vraiment comme il faut faire dans la rue, quoi. Enfin, le truc, c'est pour que ça se voit. Ici, il y a plein de black books, machin que j'ai retrouvé tout à l'heure. En fait, ça, c'est des choses que j'ai retrouvées qui sont je crois que c'est mon tout premier. Ce qu'on appelle un black book, en fait, c'est un bouquin dans lequel on faisait des lettrages. Tout commence ici à Ben, dans la maison familiale. Le street art Happy, Pierre-Antoine Ménard, de son vrai nom, le découvre par son grand frère. Et la révélation, un mur et une photo en souvenir. Une passion qui le fait ensuite travailler en atelier. Quand il est revenu d'un grand voyage, il est parti sur Barcelone, je crois, dans les années 2000, quelque chose comme ça. Et en fait, il a monté une boutique de spray. Et moi, je suis allé lui rendre visite en vacances, je devais avoir 15-16 ans, et j'ai découvert à Barcelone toute une équipe qui est devenue mon collectif plus tard. Après, je suis revenu ici, en banlieue parisienne, et après, plus tard sur Paris. Et là, j'ai découvert le graffiti, le vrai graffiti, les tunnels du métro, tout ça, voilà. Et après c'est un peu comme une drogue, hein, quand on est piqué. Ben devient un lieu de stockage, 15 ans de travail et plus d'une centaine d'œuvres réalisées. Aujourd'hui, il crée, il recherche, il dessine à Bobigny, mêlant culture des années 80 aux références classiques. La bombe n'est plus son seul outil. J'essaie de donner une consistance de mur un peu à mes toiles. Donc je travaille avec de l'acrylique, de la peinture de chantier, beaucoup de techniques populaires en fait. J'utilise un produit qui est une espèce de latex aussi pour superposer des couches de couleurs et venir gratter que les couches d'en dessous apparaissent. Spray, de la pastel grasse, beaucoup d'encre, voilà un peu tout ce que je trouve. Longtemps considéré comme marginal, dégradant et illégal, le street art investit aujourd'hui les galeries. Happy vit de son art, vente de toiles et expositions, comme ici, à la Selle Saint-Cloud avec le collectif 1980. Il a l'intelligence, en fait, avec finesse, d'amener l'histoire de l'art dans le street art. Donc il rattache un peu les choses. Dans le collectif, il y a plusieurs artistes qui ont fait les beaux-arts. Lui n'a pas fait les beaux-arts, mais il puise vraiment son énergie là-dedans. Même si l'expose Happy n'a pas abandonné le graffiti et la rue, alors ouvrez bien les yeux pour découvrir les 3 lettres de sa signature. Allez, on retombe en enfance pour refermer ce journal. Les doudous, sous toutes leurs coutures, sont à l'honneur à Guyancourt. Des artistes ont réalisé des créations avec la complicité des habitants. Une expo à voir jusqu'au 4 mars, découverte sur ces images de Patrick Jacques de Dixmude et la voix de Camille Lambert.
plus qu'un copain de jeu, c'est un véritable compagnon de vie. Qu'il soit peluche, animal ou petit monstre, il sèche les larmes des plus petits et rassure les enfants, un ami inoubliable. Le doudou, ça évoque, je pense, pour n'importe quelle personne déjà son enfance, évidemment. Après, en tant que parent, on a une deuxième vie avec nos propres enfants sur le doudou. Moi, j'ai pas eu de doudou nounours, j'avais juste un t-shirt que je trifouillais, voilà. Et c'est pour ça que j'ai voulu mettre en avant le textile, parce que je pense qu'un doudou, c'est pas forcément une peluche. Ça peut être toutes sortes de petits bouts de couverture de t-shirt. Une exposition réalisée par une dizaine d'artistes avec la participation des habitants de Guyancourt pour accompagner le visiteur, Bagatelle et Colossal, deux doudous imaginés par les enfants des écoles de la ville. On a nos mascottes, Bagatelle et Colossal, voilà, qui ont été faits par Marie-Claire Duisme, une bénévole qui a reproduit vraiment à l'identique les dessins des enfants. Donc on avait plus de 500 dessins, donc ça a été très très difficile de choisir. Expérience visuelle, tactile et sensorielle. Pour plonger au mieux dans ce monde de douceur, les visiteurs sont invités à déambuler sans chaussures, un retour en enfance à l'insouciance. Voilà, c'est la fin de ce 7-8 journal à revoir sur notre application mobile TV 78. Très bonne soirée à tous.